Bonsoir, on attend encore le bull run, lol. Ah bah c'est sûr que ça s'est calmé, hein. Et les gars, et encore, vous voyez le marché, vous voyez pas d'un point de vue audience. D'un point de vue audience, on est retourné en 2023. Division par 4 à peu près de l'audience. Et puis les gars, amusez-vous ce soir, hein. Bear market complet, je fais à peu près 600 viewers sur mon live. Sortie de bear market entre 700 et 1000. Intérêt qui commence à revenir du mass market, donc des gens qui n'ont rien à voir avec l'écosystème de la crypto, qui se réintéressent de nouveau. Je suis entre 1002 et 1004. Bull run au-dessus de 2000. Quand on est en run, quand on est dans une vraie phase où monsieur tout le monde s'intéresse. Alors après, encore une fois, la définition du bull run est délicate. Le bull run, comme on l'a entendu dans le passé, c'était après halving, quand il y avait un intérêt massif de tout le monde et que ça générait une hausse des prix de Bitcoin et une hausse des prix du reste du marché durable. Ce qui est particulier là, c'est qu'on a eu une hausse du marché parce que BlackRock est rentré, hein, tout simplement, hein, le Wall Street est rentré. Il y a eu un réintérêt des gens, parce que naturellement, hausse des prix, les gens s'y intéressent de nouveau, et ils sont repartis à 70% aussi vite qu'ils sont arrivés. Que ce soit chiffre d'un point de vue des sociétés, d'un point de vue du chiffre d'affaires, d'un point de vue de l'intérêt, je pense, là on est à équivalent sortie de bear market. Bonsoir Asher, j'ai une question sur les impôts. On en a tous des questions sur les impôts, mon pote. À quelle sauce va-t-on être mangé? Est-ce qu'on va s'en sortir après ça? Est-ce que tu regrettes d'être resté ici? Bonsoir Asher, j'ai une question sur les impôts. Tout le monde dit qu'il faut déclarer quand on sort en fiat. Mais depuis 5 ans, j'ai jamais rien sorti. Est-ce qu'il faut que je déclare? Alors techniquement, tu n'es pas censé déclarer parce qu'il n'y a pas eu de plus-value de cession imposable. C'est-à-dire que tu n'as pas fait de change crypto vers euro. Donc normalement non. Malgré tout, tu te dois de déclarer quand même tes exchanges à l'international, c'est-à-dire tous les exchanges qui ne sont pas régulés en France, dont la France n'a pas de visibilité, finalement, c'est quelque chose que tu te dois de faire, même si tu n'as pas pris de change et même si tu ne déclares pas de plus-value. Oui. Asher, et le passage à l'enregistrement PSAN est-il accessible pour les sociétés qui partent de rien? Non, pour moi, c'est mort. C'est terminé. Si tu as une très bonne idée mais qu'elle est jeune et que tu n'as pas de moyens, ne la lance pas en France. Aujourd'hui, tu lances ton projet crypto qui te demandera d'être agréé PSAN par exemple. Ça va te demander entre 400 à 800 000 euros juste pour avoir le droit de faire ton métier. Donc avant même de développer tes équipes, ta RH, ton produit, ta traction marché, quoi, et de vérifier qu'il y ait quelque chose, il va falloir que tu mettes entre 4 à 800 K juste pour pouvoir être en France. Là, on a 4 PSAN. Sur 3 d'entre eux, c'est ce que ça va nous coûter. C'est violent comme réponse. Ah, tu préfères quoi comme réponse? Mais oui, tu peux y aller, mon ami. Il faut à peu près 450 euros sur ton compte courant, créer ta société, il n'y aura aucun problème. Tu vas voir l'AMF, tu les appelles, tu leur dis « Salut, je vais distribuer des services financiers à des particuliers ainsi que des conseils d'investissement. C'est bon? On est bon? Je vous fais un petit chèque? 240, 500 euros, on n'en parle plus ?» Non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, même si c'est normalement une phrase qui est réservée au mariage. En l'occurrence, si tu veux le faire en France, il y a ça. Ensuite, si tu veux le faire en Europe, il y a d'autres pays. Hein. D'ailleurs, c'est ce que vont faire à peu près tous les PSAN qui pourront pas le faire en France. Ils vont sortir de la France, ils vont aller dans un pays où c'est plus simple d'avoir la licence européenne pour se réguler MiCA. Maintenant, quand tu as créé en France comme nous et que tu es là depuis toujours et que tu t'es déjà saigné pour te conformer aux règles de conformité, il y a un avantage certain et il faut pas cracher dessus, on peut pas juste critiquer tout le temps. On est robuste, on est vraiment robuste. Je vois nos procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, notre structuration, les procédures de gouvernance, d'intégrité de marché, de considération, de tout l'ensemble de l'écosystème financier européen en fait si tu veux. C'est très solide, franchement c'est robuste. Par contre, si on nous avait imposé ça au début, quand on avait commencé notre projet, on aurait tellement mis d'énergie sur ça qu'on n'aurait jamais livré des produits, on n'aurait jamais été rentable, on n'aurait jamais développé l'équipe qu'on a aujourd'hui. C'est ça la réalité, c'est tout. J'ai une petite question qui peut-être ne concerne que moi, peut-être que vous en avez rien à foutre, mais je veux savoir pourquoi Polkadot, c'est le seul de tout CoinMarketCap à avoir une petite emoji qui transforme son logo en flamme. Voilà, ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Globalement, si vous ne connaissez pas les crypto-monnaies, vous ne connaissez peut-être même pas Polkadot et vous en avez rien à cirer, mais c'est pas grave. On va prendre 5 minutes en ce dimanche 5 mai pour se poser la question. Pourquoi? Eh bien, je pense que Beau2288 a une réponse. Mais c'est quoi le prix? Je vais demander à un mec de CoinMarketCap. Après notre call, j'appelle un mec de CoinMarketCap, je veux savoir. Globalement, ils te disent quand tu peux payer, parce que tu peux toujours payer pour mettre des pubs, hein. Il y a toujours un moyen de le faire. Là, globalement, je veux savoir pourquoi. C'est pareil sur... Alors là, par contre, ça m'étonnerait. CoinGecko, qui est un concurrent... Waouh! Ça y est, j'en fais une affaire personnelle. C'est un mystère sans précédent. Les gars, arrêtez tout ce que vous faites. Vous posez votre journée demain, on a du boulot. Il y a la même chose sur CoinGecko et sur CoinMarketCap. C'est intéressant. Coinbase publie des bons résultats trimestriels grâce à la hausse de Bitcoin.
Alors, le truc qui est intéressant avec ça, c'est qu'on s'y attendait. Les gens s'attendaient à ce qu'ils annoncent 1300 millions de revenus sur le Q1 2024. Je vous avais fait un petit tweet, le cours était à 202 $. J'ai acheté des calls et mes calls se sont avérés gagnants puisqu'il a tapé du 30 avril jusqu'au 2 mai, il a pris à peu près 10% le cours. Donc c'est sympa et ça a permis de faire une petite hausse. Évidemment, sa santé réelle et long-termiste dépendra du marché. Hein. Sur des positions, c'est pas juste une annonce de revenus. Mais en tout cas, sur du très court terme, c'était quelque chose de plutôt cool. Le seul truc qui est délicat, c'est que comme c'était très prévisible, beaucoup de gens ont joué le coup. Le cours est monté juste avant l'annonce et quand l'annonce a été faite, il est redescendu un petit peu. Mais il y a plein de trucs qui sont quand même relativement intéressants et même au niveau des revenus, ils n'ont pas eu que des bons chiffres et des bonnes surprises au niveau de leurs revenus, ils ont eu des bonnes surprises un petit peu partout. Les amis, est-ce que certains d'entre vous ont vu cette vidéo sur le poisoning que j'ai sorti en bear market? Quel plaisir de vous sortir des vidéos qui n'intéresseront qu'une minorité, mais franchement, elle est ouf. Si vous avez vu cette vidéo, je vous explique comment fonctionne le poisoning. En gros, c'est le concept de laisser un bot te mettre une espèce de poison sur ton adresse qui va t'envoyer des fake transactions. En gros, il nous faudrait un explorer, là, maintenant, tout de suite. Tu vois, quand tu fais une transaction et que tu envoies quelque chose, ça va tout de suite te renvoyer une fausse adresse. Par exemple, tu envoies 20 000 USDT, tu vois, et ça te renvoie une transaction similaire mais qui est fausse. Le problème, c'est que ça va te l'envoyer avec une adresse qui est similaire à celle que tu utilises. Si toi, tu utilises une adresse qui termine par A1CA, ben ça va te l'envoyer par une adresse E1CA. Ce qui fait que si tu fais pas gaffe et que tu fais une grosse transaction, tu peux aller chercher dans ton historique pour reprendre l'ancienne adresse et refaire une transaction. Le souci, c'est que sur un malentendu, tu vas copier-coller l'adresse, mais c'est pas la même exactement. Mais quand tu fais pas attention, tu réouvres ton Explorer, tu sais que tu avais envoyé 100 € la dernière fois, tu veux renvoyer 20 balles, tu copies-colles, tu fais pas gaffe, l'adresse elle se termine pareil, c'est juste le début qui change, et tu renvoies de la merde. C'est tellement smart, on est d'accord, hein. C'est ingénieux de fou. Le problème, c'est qu'il y a un bonhomme qui cet après-midi s'est fait avoir. 68 millions de $. Je peux te dire que quand tu es un mec qui fait du poisoning, que tu pêches toute la journée, que tu fais tremper ton hameçon en te disant j'espère qu'un jour quelqu'un se fera avoir, quand tu remontes 68 millions de dodo, l'après-midi elle est bonne. Hein. Et puis c'est juste une erreur quoi. Hein. Tu regardes, quand tu vas regarder son historique, tu vas trouver que le mec il s'est fait une transaction à 68 millions de $. Le poisoner, bah, tu vois, cette adresse a été report comme étant une adresse de phishing. Le mec, la semaine dernière, il... Coucou. Oh mon Dieu, comment... Bon, maintenant, il va falloir qu'il le blanchisse, hein, parce que c'est pas simple. Tu les as, c'est bien, mais maintenant, tout le monde va suivre ton adresse. Hein. Il va devoir les éparpiller sur plein d'autres adresses. Évidemment, hein, c'est ce qu'il a fait. Hein. Tout plein d'autres adresses. Et sur ces autres adresses, ensuite, il va essayer de blanchir l'argent, tout simplement. Donc, je te dis, hein, une adresse comme celle-là, elle a déjà été taguée par Chainalysis, par des sociétés de tracking de flux. Elle a déjà été scorée. Et évidemment, s'il essaye de blanchir son argent, il peut se faire choper. Donc, tout n'est pas perdu. Mais le mec, il a tout simplement... il a fait une erreur, quoi. Il n'était pas concentré, il a envoyé à la mauvaise adresse. Là, il a voulu faire des transactions, il a copié une adresse et il n'a pas dû faire gaffe et il a copié l'adresse, tu vois, qui termine par 3A91, alors que dans le passé, il a dû faire une transaction à une adresse similaire. Et donc, il n'a pas fait gaffe, il est arrivé, il a regardé son historique, clic droit, clic gauche et boum, tu vas t'en vouloir toute ta life. 3A91, 3A91. Vous avez vu? Regardez, ça c'est la vraie adresse et il a réussi à se faire poise, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui lui avait fait une transaction pourrie, 1B0. Elle termine pareil, tu as l'impression que c'est la même, mais c'est pas la même. Donc toi, tu arrives, tu réfléchis pas, clic droit, clic gauche, CTRL V, payer. Aïe, ça fait très mal. Il faut rester attentif. Ceci n'est pas sponsorisé, mais je vais quand même couvrir un projet dans lequel j'ai un intérêt, bien qu'il n'ait pas encore leur token. Pour vous faire très simple, il y a différents tokens qui sont aujourd'hui lancés sur Bitcoin et ils ont tous leurs limites. Déjà, on ne peut pas faire grand chose avec et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça surcharge particulièrement le réseau Bitcoin. Ce qui est un problème pour beaucoup. D'autres disent bah, c'est Bitcoin, à partir du moment où tu payes ta place dans le bloc, tu fais ce que tu veux. D'un autre côté, ça rapporte des frais pour les mineurs. Hein. Donc avec le halving qui vient d'arriver, quand au lieu de prendre 3,5 Bitcoin de frais, tu prends 3,7 ou 3,8, je peux te dire que ça change ton bloc. Enfin bref, le problème qu'il y a, c'est que ces différents tokens qui sont échangés, si on peut appeler ça des tokens, hein, notamment les BRC20, sont échangés du coup sur différents outils. Vous connaissez bien par exemple Inisat, qui est l'un des portefeuilles Bitcoin les plus utilisés. Mais il y a plein de problèmes. Premièrement, cette limite, où en gros c'est bien beau de vouloir faire de la DeFi avec Bitcoin et de vouloir créer plein de choses, mais pour l'instant c'est
rudimentaire, tu peux à peine échanger. Tous les protocoles comme Track ou encore comme les runes viennent pour essayer d'apporter une solution supplémentaire. Donc le but c'est toujours pareil. Pourquoi faire sur d'autres chaînes ce qu'on peut faire sur Bitcoin? Le problème c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Comme t'as pas de smart contract comme sur Ether, c'est pas aussi simple de dire bah, quand il se passe ça alors je fais ça, quand il se passe ci alors je fais autre chose. Et du coup il y a plein de différents protocoles et l'un des plus gros écosystèmes c'est l'écosystème Track. La plus grosse valeur ajoutée de Track c'est que l'indexeur est décentralisé ou se veut décentralisé en devenir, ce qui se compare un petit peu à tout ce qui existe aujourd'hui autour d'Unisat. Globalement Unisat, si je dis pas de bêtises, c'est OKEx qui a la main dessus. Le but, c'est d'avoir un écosystème Bitcoin qui va être beaucoup plus décentralisé. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Alors, les mecs ont sorti 3 choses. Le Track Core, qui va être justement ce cœur et cet indexeur qui va être décentralisé et qui va être la base même de tout ça. Le protocole TAP, qui lui veut apporter de la finance sur Ordify et qui va régler certains problèmes. Le but, c'est, et puis ça va vous paraître con, parce qu'on revient en arrière, mais le but, c'est de permettre du swap basique, simple, mais de pouvoir swapper des tokens, donc des pools de liquidité, où les gens vont pouvoir mettre des tokens Bitcoin, mais faire des pools de liquidité pour permettre finalement de la DeFi, de pouvoir faire du multi-sunder, où tu vas pouvoir échanger à plein d'utilisateurs différents, pour pouvoir par exemple faire un airdrop de tokens, et également travailler sur certaines choses qui sont importantes pour eux, comme l'authentification par token, qui est important quand même dans la blockchain, ce que tu pourrais faire entre guillemets avec des NFT sur ERC20, ce qu'ils aimeraient apporter sur Bitcoin. C'est ce qu'ils veulent apporter. Il y a déjà une partie de ces solutions qui ont été répondues par Rune. Il y a une très grosse concurrence. Pourquoi il y a une grosse concurrence? Parce que tu as plein de gens qui se sont lancés sur Bitcoin. Quand ils ont vu ce que ça fédérait les BRC20, quand tu vois les volumes des BRC20, tu te rends compte? Les mecs, ils ont trouvé un moyen d'échanger des trucs sur Bitcoin. Regardez-moi ça. Bon, déjà, Ordi, 1 milliard le truc. Donc, tu as tout de suite un intérêt financier et donc tu as des gens qui commencent à construire autour. Et globalement, il y a de plus en plus d'intérêts financiers et quand tu as des nouvelles choses, tu as beaucoup de gens qui investissent dedans parce que tout le monde se dit, ça y est, c'est le next BRC20, c'est la next step. C'est d'ailleurs exactement pour ça que j'investis dans ce genre de projet également. Faut pas non plus le cacher. C'est parce que tu as en fait une capacité de valorisation qui t'intéresse beaucoup. Bref, c'est ça qui est le levier de motivation. Premièrement, il y a du financement, ce qui est une bonne chose. Ce qui fait qu'il y a plein. Alors attention, il y aura que du bullshit pour beaucoup de projets. Il y en aura qui auront une vraie envie de répondre à quelque chose de plus ou moins décentralisé. Et il y en a d'autres qui vont créer des bonnes solutions, mais qui ont prévu de s'en foutre plein les poches. C'est normal, d'accord? Que ce soit des bons ou des mauvais projets, il faut qu'il y ait ces itérations, il faut qu'il y ait des gens qui viennent essayer pour dire, regardez, moi j'ai répondu à un problème et j'ai trouvé un moyen de faire un swap. J'ai trouvé un moyen de faire une pool de liquidité avec différents BRC20, etc. C'est très important qu'il y ait ces solutions parce qu'en gros, les mecs vont, entre guillemets, essayer de se rapprocher de ce qui crée le plus de valeur, l'innovation technologique. Et à partir de ce moment-là, il y aura des écosystèmes qui vont exploser. Est-ce que ce sera Track? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé la team. Il y a un Français également, donc il a pu répondre à mes questions, parce que pour être franc avec vous, les gars, c'est hardcore. Même pour moi, techniquement, enfin, je vous montrerai mes notes, les recherches qu'on a fait dessus pour bien comprendre tout ce qu'on pouvait faire, le fonctionnement, le fait que normalement, d'ici quelques semaines, ils vont commencer à proposer certains outils en testnet pour essayer, parce que tant que tu peux pas essayer, tu sais pas où ça va, et tu vas avoir des limites. Et puis, il y a certains projets qui vont trouver des solutions peut-être avant eux. Donc, voir comment est-ce qu'ils les intègrent, etc.